Les podcasts du Figaro. Il existe, dans les conditions extrêmes de la montagne, des instants cruciaux où la survie ne dépend que de gestes précis. Ces choix sont d'autant plus essentiels lorsqu'on est seul. Alors, quand la fatigue s'accumule, que les heures de solitude s'enchaînent et que face à soi, il n'y a plus que la paroi, comment garder sa lucidité ? Comment garder son sang-froid et faire les bons choix ? Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 6, 100 heures de solitude. Grande Joras, janvier 2022. Les skis glissent à vive allure. 5 silhouettes s'enfoncent et disparaissent dans les plis de la vallée blanche. Les alpinistes se laissent porter. La neige roule sous leurs spatules. Le soleil d'hiver est haut. Les rayons de janvier se reflètent sur les vagues de glace. Charles Dubouloz marche seul comme une ombre. Il suit ses 4 compagnons. Son visage est fermé, son ventre noué. Voilà des mois qu'il imagine cette ascension solitaire. Bientôt, il poursuivra seul. Son projet est un condensé de difficultés extrêmes. L'ascension d'une des voies les plus difficiles des Alpes. La voie Rolling Stones. En hiver et en solitaire. C'est un rêve accroché comme un nuage au sommet d'une montagne. Un rêve que personne n'a jamais réalisé. Et puis voilà seulement 24 heures qu'il a pris sa décision. La veille, un météorologue lui a assuré qu'il pouvait y aller. Le mois de janvier offre une fenêtre de beau temps. La pente s'adoucit. La petite équipe prolonge son chemin sur la mer de glace, puis remonte un long glacier. C'est là que les grandes Joras se découvrent. Là, dessinée dans le ciel bleu azur, une paroi sombre se détache, comme un gigantesque monstre. Et là-haut, les aiguilles se succèdent à plus de 4000 mètres d'altitude. La pointe Walker, parmi toutes, s'impose. Elle coiffe l'éperon du même nom, noir de roche, éclairé par une lumière bleue, surnaturelle. Ce sont les rayonnements du glacier. Le soleil n'atteint jamais cette face nord. Charles n'est pas surpris, mais il est saisi par la grandeur du spectacle. Le soleil a totalement disparu. À 32 ans, le Savoyard sait qu'il a la capacité de vaincre la montagne. Il se souvient de ce jour où, quelques années auparavant, il était parvenu au bout de la face est, en pleine tempête et en pleine nuit. Aujourd'hui, dans un froid glacial, au pied de la face, Charles se prépare méthodiquement. Il est à cet instant précis, où rien n'a encore commencé, mais où tout est déjà engagé. Outre la difficulté de l'escalade et l'inconnu des bivouacs, l'alpiniste craint la solitude. Pendant 6 jours, il n'aura aucun réconfort, ni même de chaleur ou de soleil. Il ne pourra compter que sur lui-même. Au moment de se quitter, peu de mots sont échangés.
Ses amis sont parfaitement conscients du défi immense dans lequel se lance Charles. Ils ne veulent pas perturber son extrême concentration. Déterminé et très organisé, Charles est un athlète qui se détache du commun des alpinistes. Quand il poursuit un objectif, il ne laisse rien au hasard. Il échange quelques mots secrets avec sa femme. Elle le connaît, elle lui fait confiance. Ses yeux brillent. Elle fait demi-tour. Jour 1. Terrible doute. Au pied des 1200 mètres, Charles Dubouloz rencontre une première difficulté. Il doit franchir une rimaille, une sorte de trou béant, entre le glacier et la falaise. Mais en remontant quelques mètres à droite, une cloche de glace s'ouvre, comme un tunnel étroit. Il l'enjambe miraculeusement. La course est lancée. L'athlète entame alors une première longueur de 45 mètres. Il grimpe seul, grâce à un système d'auto-assurage, uniquement chargé d'un petit sac sur le dos. Il installe la corde à un point qu'il fabrique lui-même, avec des tiges de métal, qu'il coince dans les failles du rocher. Ensuite, il redescend, récupère le gros de son matériel, une 40aine de kilos, et remonte en se hissant, chargé comme un Sherpa. Il lui faudra répéter cette opération jusqu'en haut de la montagne. Dans cette première longueur, le mur se décline en lames superposées. Les plaques de roche sont scellées par la glace, mais s'effritent à la moindre provocation. La paroi n'offre aucun point d'assurage solide. Après une deuxième longueur tout aussi complexe, la nuit glaciale tombe sur le massif. Dubouloz se décide à accrocher son abri pour la nuit. Un simple hamac. Il fixe une 20aine de points d'assurage, les glisse dans les interstices, coince les attaches, suspend les sangles. Mais malgré tout, le hamac semble fragile. Tant pis. Toujours accroché dans son harnais, il se faufile dans son duvet, avale quelques gouttes de neige fondue au réchaud et s'endort. Au milieu de la nuit, il se réveille en grelottant. Un vent polaire glisse sur le rocher depuis le bas de la falaise. Le hamac grince dans un bruit effrayant. La nuit est terriblement longue. Dubouloz somnole. Il sort son téléphone et écoute Barbara. À la nuit du jour et dans les bras de l'ennui, fredonne la chanteuse. Il enchaîne avec Brassens, puis Cèze. Les notes, étouffées par le vent, résonnent en lui-même. Les voix parlent. Un dialogue s'installe. L'atmosphère se réchauffe. Jour 2. Nouvelle confiance. Un deuxième jour se lève sur les grandes Jorasses. Charles sort de son demi-sommeil et lève doucement les yeux. Il lui reste encore à escalader 1100 mètres de falaise. Aucune issue, aucune lumière. Pire, impossible de déchiffrer dans la roche l'itinéraire qui pourtant se lisait de loin à la perfection. Le grimpeur n'a pas d'autre option que de s'élancer dans les feuillets instables droit devant lui. La fleur du rocher est enrobée de verglas. La gomme de ses chaussons d'escalade se heurte aux écailles de glace. L'alpiniste alterne entre ses grosses chaussures, sur lesquelles il peut fixer des crampons, et des chaussons avec lesquels ses pieds épousent le rocher. Mais le froid raidit ses membres. Et chaque changement de chaussure est un supplice. Charles enchaîne les gestes avec minutie et précision. Parfois, l'harmonie des gestes est brisée par un cri.
Ses doigts s'écorchent sur une pierre coupante. Charles grogne et jure. Il saigne, mais remet ses gants et reste concentré. Il analyse, compartimente les événements. Il priorise. Il reprend confiance petit à petit. L'appréhension des débuts est passée. Arrivé au second bivouac, une plateforme se taille facilement dans la glace. L'alpiniste s'assoit, les jambes dans le vide. Plus rien ne le relie à la terre des hommes. Mais cette solitude ne le place pas hors du monde. Il se sent au cœur même de l'univers. Charles est heureux. Il est entré dans sa voie. Jour 3. Un froid mortel. Le vent ne cesse de l'assaillir. Il gronde toute la nuit. Charles, à son habitude, ne dort guère. Les premières lueurs bleutées du matin le tirent de son demi-sommeil. Des longueurs d'escalade très difficiles l'attendent. Une dalle, une dangereuse traversée sous un surplomb, une fissure. Le rocher est de meilleure qualité, mais le froid est plus rude que jamais. Il glace les articulations, blanchit les doigts, noircit les orteils. Au-dessus, le ciel est immaculé comme un ange gardien. Il semble veiller au bon déroulé de son aventure. Du Bouleuse grimpe pendant une journée complète. Il atteint dans la nuit le névé médian, qui signe le tiers de l'ascension. La neige espérée se révèle être de la glace bleue, dure comme du diamant. Alors, à coups de piolet, l'alpiniste creuse sa couche. La musique, comme d'habitude, rythme la préparation de sa survie nocturne. Jour 4. Seul au monde. Vers 7h30, l'aventurier repart à l'attaque de la paroi, infatigable. Le vent s'est levé, plus violent que la veille. L'escalade se complexifie. Le grimpeur franchit un dièdre particulièrement relevé. À main nue ou au piolet, il explore le granit et vire sur la gauche pour trouver une rampe ascendante. Au prix d'un travail appliqué, il se propulse vers le sommet de la longueur. Est-il sorti d'affaire ? Pas vraiment. L'alpiniste ravale la corde depuis le haut, mais le nœud se coince dans une écaille. Il tire de toutes ses forces. Impossible de libérer cette foutue corde. Il fait très froid. L'alpiniste bataille et l'inquiétude grandit. Du Bouleuse n'a jamais senti d'aussi près le danger mortel. Faut percuter là. S'il reste coincé à ce relais, au bout de cette corde, entenaillé dans le rocher, c'est un homme mort. Tout se joue ici et maintenant. Il faut poser un relais, peu importe l'instabilité des rochers sur lesquels il se trouve. Cela lui permettra ensuite de redescendre pour débloquer la corde, puis remonter encore. Ses membres brûlent de froid. Charles s'active pour ne pas sombrer et parvient enfin à débloquer sa corde. Enfin, au terme d'une journée exténuante, l'itinéraire s'achève en bas de la principale difficulté de l'ascension. Une gigantesque fissure obliquant à gauche dans un mur d'une centaine de mètres. Charles est impressionné par un tel spectacle. Mais il est tout autant attiré par sa verticalité, comme un aimant impatient de faire corps avec la montagne. Charles installe de nouveau son bivouac. Cette fois-ci, il creuse un terre-plein, beaucoup plus large que les précédents.
La musique chasse la solitude. Elle occupe son esprit. La cadence de ses coups de piolet retentit en même temps que le grattement des cordes de guitare de Jodassin. Soudain, au détour d'un mouvement d'épaule, il entend la mélodie partir dans l'obscurité, laissant place à un long silence. Son téléphone, dans la poche supérieure de sa poitrine, est tombé dans le grand vide. Plus de musique, plus de présence. Plus de bulletins météorologiques, ni de possibilité d'appeler les secours. Le solitaire est désormais un ermite. Il est abandonné sur une montagne, loin du monde, proche des étoiles. La température descend à plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Chaque étincelle d'énergie compte. C'est peut-être pourquoi le grimpeur solitaire n'avale que très peu de nourriture. Il n'a plus la force nécessaire pour digérer. Il tente malgré tout d'ingurgiter un sachet de nourriture déshydratée. Mais au matin, il se contentera d'une barre de céréales. Jour 5. Parfum de délivrance. Charles ne s'arrête plus. De toutes ses forces, il mord la paroi de ses mains puissantes. En dessous, 800 mètres de vide. Le grimpeur redouble de concentration. Agile, il se fraye un chemin. Il pince une prise du bout de ses doigts meurtris. Il serre les dents et crochette avec ses chaussons une aspérité qui se trouve au niveau de sa taille. Puis il se cambre et se grandit de tout son long pour attraper une craquelure dans le rocher lisse. Parfois, une faille plus large révèle des roches étincelantes. Devant ces reflets blancs, roses et verts, l'alpiniste poursuit sa course. Il répète ses gestes, inlassablement. Les points d'assurage sont rares, mais rien ne le décourage. Pas même quand il faut aller chercher, encore au-dessus du dernier ancrage, un nouveau point pour fixer la corde. Charles a avalé une bonne moitié de la paroi. Le vent ne cesse pas, mais la satisfaction d'avoir franchi les principaux obstacles est immense. Le bivouac, au pied d'un conduit gelé, semble presque hospitalier. Charles commence à sentir le parfum de la délivrance. Jour 6. Une victoire et des larmes. Au matin du 6e jour, exceptionnellement, Dubouloz se détache. Il part sans corde, avec ses 40 kilos sur le dos, pour remonter en solo intégral, c'est-à-dire sans aucun assurage. Nul tractage, nul double enchaînement des longueurs. La progression est 4 fois plus rapide. Mais outre le poids de son sac, celui de la fatigue se fait ressentir. Son corps, sollicité constamment depuis 6 jours, commence à payer le prix de ses efforts. Il rit, il pleure. Sa petite fille lui apparaît dans un songe. Il s'imagine lui raconter cette formidable épopée. Encore faudra-t-il pouvoir le faire. Le Savoyard se rattache et poursuit sa course encordée. Le sommet se rapproche. La falaise est moins vertigineuse. J'entame une vraie longueur de goulotte où j'arrive bien à avancer. Un truc encaissé. De la glace au fond, du rocher sur les côtés. J'avance. J'entends hurler. C'est Sébastien en haut. Je réponds. J'avance encore. Je m'encourage. Je me mets à chialer. Je me rends compte que je suis en train de réussir. J'ai risqué ma peau.
Je pleure. Je suis très fatigué. J'ai réussi un exploit. Il est 17h. Son ami Sébastien est monté par le versant sud pour filmer les derniers mètres de l'ascension. Charles contourne une corniche colossale et débouche enfin sur la calotte sommitale, à 4208 mètres d'altitude. Un premier rayon bleu et or l'enveloppe. L'alpiniste est plongé brutalement dans un bain de lumière. Après 6 jours de lutte acharnée dans la pénombre, c'est la pleine clarté. Après la mortelle verticalité, il découvre un espace d'une horizontalité chaleureuse. Le feu du crépuscule, à l'horizon, le brûle. Il regarde le soleil, l'azur doré du ciel, et cet homme au sommet de cette montagne de mort. Après 100 heures de solitude, Charles tombe à genoux, en larmes. L'obscurité tombe rapidement. Une lune entière se lève à l'ouest, dans le prolongement des courbes gracieuses du Mont Blanc. Les étoiles brillent de tout leur feu. La voûte céleste paraît sourire de son grand nuage lacté. Les deux compagnons redescendent, confiants, dans la nuit devenue noire. C'était 100 heures de solitude, un récit adapté de l'ouvrage La montagne se souvient de Mailleul et Aubin-Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Tout de suite, retrouvons Mailleul et Aubin, qui nous racontent les coulisses de cette aventure. Bonjour Aubin, tu es le co-auteur du livre La montagne se souvient, dont ce récit est tiré, et tu es aussi mon frère. Bonjour Mailleul. Revenons d'abord sur la préparation de cette ascension très difficile. Comment fait-on pour préparer un tel itinéraire dans une voie de plusieurs centaines de mètres ? La particularité pour l'ascension de Charles Duboulot, c'est qu'il choisit une voie, donc la voie Rolling Stone, qui est très peu empruntée. En même temps, elle est dans grand niveau de difficulté, elle est côté ED+, c'est-à-dire extrêmement difficile, et il existe très peu de topos, c'est-à-dire d'itinéraires définis et détaillés dans un livre ou dans un manuel. Quand Charles travaille la voie, avant de la grimper, quand il l'étudie, il a juste une feuille de papier sur laquelle ont été dessinées quelques longueurs successives par une cordée qui a fait l'ascension en 2011. Sur cette feuille, il y a à peu près une quarantaine de longueurs qui doivent être tirées pour atteindre le sommet, mais il y a très peu d'indications sur ces longueurs, très peu de précision, de détails sur les difficultés. Cela l'oblige à être très attentif tout au long de la voie et à déchiffrer en permanence. Le travail d'étude ne sera pas seulement avant la voie, mais tout au long de son ascension. D'ailleurs, il y a un moment au début de son ascension où il grimpe dans une mauvaise longueur, ce qui l'oblige ensuite à faire demi-tour. En tout cas, la difficulté de la voie est accessible pour l'alpiniste, même s'il y a un déchiffrage d'itinéraire. Il a déjà, lui, un beau CV à son palmarès. Oui, Charles Duboulot est un alpiniste très complet. Il a vraiment un gros niveau pour sa génération, donc un gros niveau en escalade classique sur rocher, également donc plutôt en discipline hivernale en ski pente-raide, et puis en escalade mixte, c'est-à-dire quand on parle d'escalade mixte, l'escalade en neige, en rocher et en glace dans les grandes voies, notamment sur ce genre de phase telle celle des Grandes Jorasses. Il a réalisé plusieurs grandes ascensions, des grands classiques réservés aux alpinistes les plus expérimentés, que ce soit dans les écrins ou dans le massif du Mont Blanc. D'ailleurs, l'année d'avant, il a enchaîné les 4 faces majeures du massif du Mont Blanc. Il a aussi également fait quelques expéditions dans l'Himalaya. Donc Duboulot a tout à fait la carrure pour se présenter devant cet objectif ambitieux, car rappelons-le, cette voie Rolling Stone n'a encore jamais été gravie seule et en hiver, ce qui rend évidemment l'escalade encore plus difficile. Au-delà de cette voie Rolling Stone, la face nord des Grandes Jorasses est un graal dans l'alpinisme. Oui, et cette face nord fait partie des fameux 3 derniers problèmes des Alpes. Les 3 derniers problèmes des Alpes, c'est une expression qui a été inventée dans les années 60, à une époque où la face nord du Cervin, celle de l'Eiger et celle des Grandes Jorasses, n'avaient pas toutes été gravies, ou du moins celle de l'Eiger venait de l'être, mais pas les deux autres.
C'est dire à quel point ces faces sont réputées et recherchées par les alpinistes. Sur cette face nord des Grandes Jorasses, tous les plus grands alpinistes s'y sont confrontés, avec parfois des résultats très tragiques. Il y a évidemment cet épisode très connu en 1971, quand les deux alpinistes français Demaison et Gousseau tentent la première de la face nord des Grandes Jorasses et sont pris dans une tempête dans la face. Ce dernier, Gousseau, meurt de froid après 11 jours de lutte dans la falaise. Heureusement, aujourd'hui, la météo est beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, et on arrive à anticiper de belles fenêtres météo avec de beaux anticyclones. Et il faut dire, bien sûr, que les ascensions sont aussi beaucoup plus rapides, donc forcément, ça aide. Cela ne veut pas dire que Charles Duboulot n'a pas eu de frayeur dans cette voie. Au tout début, d'ailleurs, en partant, il a un petit incident et on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Oui, Duboulot commence à grimper et alors qu'il est seulement dans la première longueur, son sac qui est posé en bas de la voie, qui pèse une 40aine de kilos avec tout son matériel, glisse dans la pente. Le sac était en réalité posé dans la neige au pied de la falaise, mais à cet endroit, la pente était très raide car c'est le début du glacier. Donc le poids du sac qui dégringole tire Charles d'un seul coup et lui s'accroche de toutes ses forces au rocher pour ne pas tomber, mais l'issue aurait pu être fatale. Autre difficulté dans la voie, la solitude, évidemment. Est-ce que tu t'imagines, toi, seul, en pleine nuit, par moins 40, sur une vire minuscule, au cœur d'une falaise de plus de 1000 mètres de hauteur ? Ah moi, non. D'ailleurs, c'est incroyable, je trouve, d'imaginer Charles Duboulot au milieu de la falaise, dans cette immensité, en train d'écouter sur sa petite vire de la chanson française, finalement quelque chose de très simple. Et aussi, évidemment, d'échanger très brièvement avec ses amis. Le réseau passe, c'est une des grandes différences dans l'alpinisme d'aujourd'hui, et Charles envoie un message à un ami, Benjamin Védrine, qui est aussi un grand alpiniste de sa génération. Aubin, selon toi, qu'est-ce qui motive profondément ces grands alpinistes à réaliser ces prouesses ? Tous les alpinistes ont des bonnes raisons de grimper, mais c'est vrai qu'à ce niveau d'engagement, comme on dirait dans le jargon, on peut vraiment se poser la question. Bien sûr, il y a le défi, l'exploit, la gloire également qu'on peut retirer d'une telle course quand on en redescend, la gloire de faire quelque chose que tout le monde croyait impossible. Il y a aussi le besoin de dépasser ses limites, et puis, au fond, en faisant cela, de se sentir vivre. Est-ce qu'il reste des grands problèmes dans les Alpes aujourd'hui qui n'ont pas été vaincus ? Alors les grands problèmes, les fameux 3 grands problèmes ont été vaincus. La majorité aujourd'hui des faces également ont été gravies dans les Alpes, la majorité des voies d'escalade, des itinéraires, que ce soit d'ailleurs en hivernal ou à la saison de l'alpinisme l'été. Aujourd'hui, les alpinistes se tournent davantage vers des défis plus complexes, c'est-à-dire qu'ils vont enchaîner des combinaisons de sommets ou de voies, dans un temps restreint. Et voilà, il y a également cette recherche de rapidité dans l'ascension. Merci Aubin. Merci Mayol. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro, adaptée du livre La montagne se souvient de Mayol et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Coordination Haute-Cérès, production Lacmé, narration Salomé Boulet, prise de son Louis Chabin, réalisation et mixage Léo Westphal.